Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion de session HTTP. Et nous allons illustrer cela avec Flask grâce à l'objet Session. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est une session HTTP. Et donc pour cela, on va partir de notre page de connexion. Grâce à notre page de connexion, un utilisateur peut rentrer son identifiant et son mot de passe pour se connecter. Mais pour le moment, il n'y a aucun mécanisme qui a été mis en œuvre pour mémoriser ces données. C'est-à-dire que le serveur va récupérer les données du formulaire, va les traiter, mais ne va pas mémoriser qu'un utilisateur est connecté. Donc c'est pas forcément pratique parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder à des pages à accès restreint, il devra à chaque fois rentrer son identifiant et son mot de passe. Donc vous conviendrez que c'est pas forcément pratique, et donc pour cela il y a une solution. La solution s'appelle les sessions HTTP. Alors qu'est-ce qu'une session HTTP? Tout simplement, c'est un ensemble d'échanges entre le client et le serveur. Alors ces échanges vont commencer par l'établissement d'une connexion entre le client et le serveur, puis il va y avoir tout un tas d'échanges, donc des requêtes et des réponses HTTP entre le client et le serveur, et cela va se terminer par la déconnexion. Une session va permettre de suivre un client et donc un utilisateur lors de sa navigation de page en page. C'est-à-dire que le serveur va pouvoir se souvenir des différentes requêtes qui ont été effectuées par un client. Alors concrètement, en pratique, les sessions HTTP sont gérées par des cookies. Donc ils sont des petits fichiers texte qui sont échangés entre un client et serveur, et c'est donc dans ces cookies que vont être stockées des informations permettant à un serveur de suivre les différents clients qui se connectent à lui. Expliquons rapidement comment ces cookies sont utilisés pour créer des sessions HTTP. Lorsque le client envoie une première requête HTTP au serveur indiquant qu'il souhaite s'y connecter, le serveur va constater qu'il ne connaît pas ce client. À ce moment-là, il va créer un cookie de session associé à ce client et il va le renvoyer dans sa réponse HTTP. Donc la réponse HTTP contient un cookie qui a été créé par le serveur qui permet d'associer le cookie au client qui s'est connecté. Lorsque le client récupère la réponse, il se rend compte qu'un cookie a été envoyé par le serveur et il va le stocker en mémoire. Lors des requêtes suivantes vers le serveur, le client va d'abord regarder s'il n'a pas un cookie correspondant à ce serveur. Et si c'est le cas, il va l'envoyer dans chacune de ces nouvelles requêtes. À ce moment-là, le serveur, lorsqu'il reçoit la requête, voit qu'un cookie accompagne cette requête, ce qui lui permet de reconnaître le client qui essaye de lui envoyer une requête. Éventuellement, au cours des opérations, si le cookie est amené à être modifié, le cookie modifié sera alors renvoyé dans la réponse au client qui stockera le cookie modifié en mémoire. Et donc dans toutes les requêtes qui suivent, le cookie sera envoyé au serveur, ce qui permettra au serveur d'identifier quel client lui a envoyé la requête. Enfin, le client peut demander à se déconnecter du serveur. À ce moment-là, lorsque le serveur reçoit cette demande de déconnexion, il peut l'associer au client qui souhaite se déconnecter grâce au cookie et indiquer dans sa réponse au client que ce client peut supprimer le cookie. Alors généralement, il indiquera que la date d'expiration du cookie a été dépassée et à ce moment-là, le client pourra supprimer le cookie de son côté. Dernière petite précision, les cookies, selon leur valeur et selon les paramètres du navigateur, peuvent être supprimés lorsque l'on ferme le navigateur. Nous allons bien sûr illustrer tout cela avec Flask. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer justement comment utiliser les cookies de session pour que le serveur puisse mémoriser qu'un utilisateur s'est connecté une fois qu'il a rentré son identifiant et son mot de passe. Mais avant cela, illustrons le concept de session et de cookies de session avec un exemple plus simple, un compteur de visite. Pour cela, on va créer une page web dans laquelle va s'afficher le nombre de fois qu'on a visité cette page web. Donc je vais sur mon éditeur, voilà, donc le serveur est en route. Je vais le réduire un petit peu. Donc je vais créer une route qui sera /compteur. La fonction associée, je vais l'appeler compteur également. Et donc je vais avoir besoin, pour illustrer cela, d'importer l'objet session de Flask. Cet objet est en fait un dictionnaire dans lequel on va pouvoir stocker des informations et qui vont pouvoir être mémorisées d'une requête à l'autre grâce à un cookie.
et ces informations vont être chiffrées grâce à une clé secrète. Donc on va définir cette clé secrète. Donc pour cela, ici on va écrire app.secretKey et on va définir une clé secrète qui sera une chaîne de caractères. Alors je vais vous montrer comment générer une clé secrète. Tout est indiqué dans la documentation de Flask. Donc par exemple, si j'accède à la documentation de Flask et que je vais dans la rubrique Session, ici on vous montre comment générer une clé secrète avec Flask de manière très simple. Voilà, donc je sais ce que je vais faire. Donc je vais stopper mon serveur un instant simplement pour générer ma clé secrète. Donc je vais lancer un shell Python. Et dans ce shell, je vais importer le module secrets. Et ensuite, je vais faire secrets.tokenHex. Voilà, et ça va me générer une clé que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais copier ça. Et je vais la coller ici dans ma clé secrète. Donc évidemment, une clé secrète doit être secrète. Donc là, pour la vidéo, vous la voyez. Si votre application devait être mise en production, il faudrait bien sûr que cette clé secrète soit masquée. Elle ne doit être connue que de vous-même et du serveur. Voilà, donc je quitte le shell Python. Je vais relancer mon serveur, comme ça, ce sera déjà fait. Donc voilà. Maintenant que cette clé secrète est définie, je vais pouvoir utiliser mon objet session. Donc je vais vous montrer. Donc tout simplement là, je vais simplement faire un print session pour que vous voyez à quoi ça correspond. Et il faut que je définisse une valeur renvoyée. Donc je vais tout simplement, pour le moment, mettre une chaîne de caractères que je vais appeler nombre de visites. Évidemment, on va modifier ça juste après. Donc j'enregistre, je vais sur mon navigateur, donc j'ai plus besoin de ça, et je vais aller à l'URL /compteur. Voilà, donc j'ai bien nombre de visites qui s'affiche à l'écran, je vais zoomer un petit peu, et dans mon terminal, comme j'ai fait un print de l'objet session, je vois ici à quoi correspond mon objet session. Donc c'est un objet un petit peu particulier, donc c'est un objet secure cookie session, qui en fait va être un dictionnaire, on le voit grâce aux accolades qui sont là. Pour l'instant le dictionnaire est vide, maintenant on va écrire le code qui va nous permettre d'afficher à l'écran le nombre de fois qu'on a visité la page. Il va y avoir deux cas de figure, soit c'est la première fois qu'on visite la page et il va falloir initialiser notre compteur à 1, soit ce n'est pas la première fois et à ce moment-là il suffira d'ajouter 1 à notre variable qui va compter. Et donc pour cela, je vais créer dans ce dictionnaire session une clé que je vais appeler compteur. Et la valeur associée à cette clé sera le nombre de fois qu'on a visité la page. Donc il va y avoir le premier cas. Si la clé compteur n'est pas dans le dictionnaire session, à ce moment-là, on va l'ajouter. C'est-à-dire que on va écrire l'instruction session crochet compteur égale 1. Donc on va initialiser à 1 la valeur du compteur. Sinon, c'est-à-dire si la clé compteur est déjà dans le dictionnaire session, c'est qu'on a déjà visité la page. Et à ce moment-là, on va simplement ajouter 1 à session compteur. Donc session compteur égale session crochet compteur plus 1. Je laisse le print session pour voir dans la console ce qui se passe au niveau de notre dictionnaire pour le moment. Et je vais stocker la valeur de session crochet compteur dans une variable que je vais appeler nombre visites. Voilà, donc qui sera égale à session crochet compteur. Et la chaîne de caractères renvoyée, donc je ne vais pas créer un template puisque là c'est juste pour illustrer les choses. La chaîne de caractères qui sera renvoyée sera la suivante. Donc c'est une f-string, donc vous avez visité cette page et puis je vais mettre dans la chaîne de caractères la valeur de la variable nombre visites qui sera en fait la valeur de session compteur. Donc j'enregistre et on va vérifier si tout fonctionne correctement. Je vais séparer mon écran en deux. Voilà, comme ça on verra à la fois ce qui s'affiche dans la console grâce à l'instruction print qui est ici et ce qui s'affiche sur notre page web. Donc j'actualise. Voilà, ça m'indique le message, vous avez visité cette page une fois. Et on se rend compte ici que notre dictionnaire session est le suivant. Donc on a une clé compteur qui vaut la valeur 1.
j'actualise la page, ça m'indique que vous avez visité cette page 2 fois. En effet, on voit bien que notre dictionnaire a été mis à jour, donc la valeur associée avec les compteurs vaut 2. Voilà. Et on peut continuer comme ça, et à chaque fois qu'on va actualiser la page, on aura le compteur qui se met à jour. Si on ferme le navigateur et qu'on le rouvre, donc je retourne à mon URL 127.0.0.1 2.5000/compteur, et on se rend compte que le compteur a redémarré à 0. C'est la première fois qu'on visite cette page. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le cookie de session a été supprimé lorsqu'on a fermé le navigateur. Ce que l'on peut voir aussi ici dans la console, on voit bien que le compteur a été réinitialisé à 1. Observons ce qui s'est passé avec les outils de développement web pour bien comprendre ce principe de cookie de session. Pour cela, je vais refermer mon navigateur et le relancer, comme ça on redémarre tout à 0 et je vais lancer les outils de développement. Je lance les outils de développement et je retourne sur ma page /compteur. Voilà, donc on voit bien que le compteur a redémarré à 1. Observons un petit peu ce qui s'est passé. Donc je zoome davantage. Donc on a une requête de type get. Et si on analyse un petit peu les entêtes de la requête et de la réponse, on observe la chose suivante. Dans les entêtes de la requête, il n'y a pas de cookie qui a été envoyé par le navigateur au serveur. En revanche, dans la réponse, donc ce qu'a renvoyé le serveur, donc cette page web, il y a également un cookie qui a été défini. On le voit ici, cette cookie, et on voit que c'est un cookie de session qui a été envoyé par le serveur au navigateur. Et on peut observer que si on actualise cette page, donc on a une autre requête qui est envoyée par le navigateur, sauf que maintenant, on se rend compte donc que le navigateur a renvoyé le cookie au serveur, ce qui permet en fait au serveur de savoir que cet utilisateur s'était déjà connecté. Et en retour, le serveur a renvoyé à nouveau un autre cookie de session, qui n'est pas le même que le précédent. En effet, les valeurs stockées à l'intérieur ont changé, puisque le nombre de visites de la page a changé. On peut également voir tout cela en allant dans l'onglet stockage. Ici, dans cookies, donc là c'est le nom de domaine que l'on visite, on voit qu'on a un cookie de session qui est bien stocké dans notre navigateur. Donc tout ça c'est stocké dans notre navigateur. On trouve plein d'informations, voilà la date de création, la date d'accès, la durée du cookie. Donc ici la durée du cookie, ça va être la durée de la session. C'est-à-dire que si je ferme le navigateur et que je retourne sur ma page, ce qu'on va faire tout de suite, vous allez voir qu'il n'y aura plus de cookie de session à cet endroit. Donc je ferme le navigateur, je le relance, je rouvre les outils de développement, et quand je vais aller dans stockage, je n'ai plus aucun cookie concernant mon application. Et si je retourne sur ma page compteur, on se rend compte dans les cookies que, à nouveau, le serveur vient d'envoyer un cookie de session à mon navigateur. Et on voit que du moment que je ne ferme pas mon navigateur, à chaque fois, il y a un cookie qui est mémorisé par le navigateur. Et maintenant, nous allons utiliser ces cookies de session pour faire en sorte que lorsqu'un utilisateur s'est connecté via la page de connexion, le serveur mémorise cette information jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte. D'ailleurs, on va rajouter une route pour se déconnecter, ce qui aura pour effet de supprimer la session HTTP et donc tous les cookies concernant cette session. Allez, c'est parti. Donc pour être plus fidèle à la réalité, je ne vais plus utiliser la route /traitement pour traiter les données du formulaire. J'aimerais bien que ce soit la route /login, donc la fonction login qui traite les données du formulaire. Donc la fonction login serait chargée à la fois d'afficher le formulaire et aussi de traiter les données du formulaire si on envoie des données avec la méthode post. Donc pour cela, il va falloir d'abord que je modifie mon formulaire, donc dans login.html, le template login.html, et ici je vais indiquer que c'est plus la fonction traitement qui va se charger de traiter les données du formulaire, mais ça va être la fonction login. Donc cette fonction-là. Je vais copier le code qu'il y avait dans la fonction traitement. Cette fonction, je pourrais la supprimer ensuite après coup. Donc pas dans index, pardon, dans login. Il va y avoir deux cas de figure. Soit la requête envoyée à l'URL /login de type post. À ce moment-là, c'est que les données du formulaire ont été envoyées, donc il va falloir traiter les données du formulaire.
Soit, donc si ce n'est pas de type post, donc il va y avoir un else ici, il va falloir simplement afficher le formulaire, donc tout simplement renvoyer le template login.html qui permet d'afficher à l'écran le formulaire. Donc à ce niveau-là, on est bon. Il faut que j'ajoute les méthodes post et get à ma route pour qu'elle puisse accepter à la fois des requêtes de type get et de type post. Donc je vais modifier 2-3 choses en reprenant le code. Donc si l'URL /login est demandé et que c'est avec une requête de type get, autrement dit, si on essaye de cliquer sur le bouton se connecter, c'est une requête de type get qui est envoyée au serveur. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc c'est la page de connexion qui doit s'afficher avec le formulaire. C'est notre else. En revanche, si la méthode de la requête est de type post, ça veut dire qu'on a envoyé les données du formulaire à notre route. Et il va falloir les traiter. Donc ici, rien ne change. Donc on récupère les données du formulaire avec request.form. On récupère le nom et le mot de passe grâce à données.get, nom données.get MDP. On vérifie si le nom et le mot de passe correspondent à un utilisateur connu. Et à ce moment-là, si c'est le cas, donc on ne va plus renvoyer traitement.html puisque on se sépare maintenant de tout ce qu'on avait fait avec le traitement, la fonction traitement, la route traitement et le template traitement. Donc là, ce que l'on va faire, c'est le rediriger vers la page d'accueil. Donc je vais utiliser redirect et URL for index. Hop, j'ai oublié les parenthèses. Voilà. Donc, si l'utilisateur s'est connecté correctement avec un bon identifiant, un bon mot de passe, on va le rediriger vers la page d'accueil. Et sinon, donc s'il a rempli les données du formulaire mais qu'elles sont incorrectes, on va le rediriger vers la route /login, d'accord, pour réafficher le formulaire et qu'il puisse retenter sa chance, entre guillemets. Donc pour cela, je vais aussi faire une redirection, donc redirect. Donc là, je pourrais aussi utiliser URL for puis login, d'accord, le nom de ma fonction, mais je peux aussi utiliser request.url. Donc en gros, je vais le rediriger vers l'URL de ma requête, c'est-à-dire l'URL où je me trouvais actuellement, donc /login. J'enregistre toutes ces modifications et on va voir si tout fonctionne correctement. Donc je retourne sur mon navigateur. Je vais dézoomer un petit peu, il n'y a peut-être pas besoin que ce soit aussi gros. Donc je vais tester en rentrant admin et 1, 2, 3, 4. J'envoie les données du formulaire et c'est bon. J'ai bien été redirigé vers ma page d'accueil. Donc c'est ce que je souhaitais. En revanche, donc, je retourne sur mon formulaire et si je rentre de mauvaises données, donc par exemple admin et puis je mets un mot de passe qui est incorrect, je vois que je suis redirigé à nouveau mais vers mon formulaire de connexion. Ce qui est exactement le comportement attendu. Maintenant, pour illustrer le principe des cookies de session, pour mémoriser un utilisateur connecté, on va utiliser des utilisateurs factices. Donc je retourne sur mon code et je vais utiliser des utilisateurs factices. Je vais les mettre ici, donc j'ai en fait défini un tableau utilisateur qui contient 3 utilisateurs, donc représentés chacun par des dictionnaires avec un nom et un mot de passe. Donc je dis que ce sont des données factices puisque évidemment il ne faudrait pas, même si ces données étaient enregistrées dans un fichier ou une base de données, il ne faudrait pas qu'elles soient enregistrées en clair, notamment le mot de passe, il ne doit jamais être enregistré en clair, que ce soit dans une base de données ou dans un fichier. Voilà, mais c'est juste pour l'exemple. On va adapter légèrement la fonction login pour vérifier si l'un de ces utilisateurs finalement s'est connecté. Donc maintenant il n'y en a plus un seul qui a le droit de se connecter, c'est plus admin 1, 2, 3, 4 qui peut se connecter, mais il y en a plusieurs. Donc là il y a une liste de 3 utilisateurs, on pourrait imaginer qu'il y a une liste de 10 000 utilisateurs, ça ne changerait rien au code que l'on va écrire. On va maintenant adapter la fonction login pour pouvoir chercher si les données saisies dans le formulaire correspondent à l'un de ces utilisateurs. Donc, une fois qu'on a récupéré le nom et le mot de passe saisis par l'utilisateur, ici on va avoir besoin de savoir si ça correspond bien à l'un des utilisateurs qui sont ici. Donc pour cela, et simplifier un petit peu les choses, je vais créer une fonction que je vais appeler recherche utilisateur. Cette fonction, elle va prendre 2 paramètres, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc premier paramètre nom utilisateur, deuxième paramètre mot de passe. Et ça va être assez simple, en fait on va parcourir notre tableau utilisateur, dictionnaire par dictionnaire, et regarder s'il y a une correspondance ou pas. Donc ça va être une simple boucle for qui va nous permettre de faire ça. Donc je vais l'écrire de la façon suivante, donc for utilisateur in utilisateur au pluriel, if utilisateur crochet nom
égale non utilisateur. Je me rends compte que j'écris non utilisation et pas non utilisateur. Voilà, donc si le nom de notre utilisateur correspond au nom d'utilisateur passé en paramètre de notre fonction et que, on va faire la même chose avec le mot de passe, donc utilisateur crochet mdp égale mot de passe. À ce moment-là, on va renvoyer l'utilisateur en question, c'est-à-dire qu'on va renvoyer ici le dictionnaire correspondant à l'utilisateur. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si au bout de notre boucle for on n'a pas trouvé d'utilisateur correspondant, on va renvoyer la valeur none. Maintenant dans notre fonction login, on va pouvoir exploiter et utiliser cette fonction. Donc là, on va créer une variable utilisateur qui va être égale à ce qui est renvoyé par la fonction recherche utilisateur. Et ce qu'on lui donne en paramètre à cette fonction, c'est la variable nom et la variable mot de passe, c'est-à-dire ce qui aura été saisi comme nom et comme mot de passe dans le formulaire de connexion. Et ensuite, on va modifier bien sûr la condition de notre if. Donc il y a deux cas de figure. Soit l'utilisateur est trouvé, à ce moment-là, la fonction va renvoyer un dictionnaire, d'accord, ici, soit aucun utilisateur n'est trouvé et la fonction va renvoyer none. Donc en fait, là, on va tester si la variable utilisateur n'est pas none. Donc si utilisateur is not none, à ce moment-là, c'est bon. Ça veut dire que un utilisateur a été trouvé. Il y a eu une correspondance avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et donc si c'est le cas, donc là je vais faire un petit affichage, simplement pour visualiser les choses dans la console. Donc je vais dire qu'un utilisateur a été trouvé. Et à ce moment-là, je vais ajouter à mon dictionnaire session, je vais ajouter une clé que je vais appeler non utilisateur. Bon, c'est un petit peu long à écrire, mais au moins c'est représentatif. Et la valeur associée à cette clé, ça va être le nom de mon utilisateur. Donc ça va être utilisateur crochet nom. D'accord, puisque mon utilisateur représente un de ces utilisateurs-là, et donc si je fais crochet nom, je vais accéder à son nom, donc soit admin, soit Marie, soit Paul, soit un autre nom s'il y avait plus d'utilisateurs dans ma liste. Et je vais afficher la session, enfin le dictionnaire session, pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. À ce moment-là, on peut toujours rediriger vers la page d'accueil, il n'y a rien à changer. Et en revanche, si on n'a pas trouvé d'utilisateur, je vais juste faire un print utilisateur inconnu, ou utilisateur, oui, utilisateur inconnu, c'est très bien. Voilà, alors ces affichages, c'est juste simplement pour voir un petit peu dans la console ce qui se passe. En pratique, ce serait remplacé par des messages flash qu'on pourrait utiliser avec Flask. Il reste une dernière chose à modifier, ça va être dans le sinon, c'est-à-dire si on accède à la page de connexion /login, donc si on veut accéder au formulaire de connexion et qu'on est déjà connecté, à ce moment-là, on va être redirigé vers la page d'accueil par exemple. Donc pour cela, je vais simplement tester si la clé non utilisateur est déjà dans mon dictionnaire session ou pas. Donc si c'est le cas, ça veut dire que l'utilisateur est déjà connecté. Donc s'il essaye de nouveau d'accéder à la page de connexion, il sera redirigé vers la page d'accueil. Donc pour cela, j'écris tout simplement une instruction conditionnelle. Donc if non utilisateur in session, hop, si je l'écris correctement, ce sera mieux. À ce moment-là, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc redirect URL for index. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Donc j'ai sauvegardé. Voilà, donc je retourne sur ma page d'accueil, comme si j'essayais d'accéder à mon site. Je clique sur se connecter. J'ai bien le formulaire de connexion qui est affiché. En effet, on vient de faire une requête, en cliquant sur ce bouton, on vient de faire une requête de type get qui est envoyée à la route /login. Donc cette condition-là est fausse. On passe dans le else. La clé non utilisateur n'est pas encore dans le dictionnaire session puisqu'on ne s'est pas connecté. Et donc, c'est cette dernière ligne qui est exécutée. Le template login.html est renvoyé au navigateur qui peut afficher la page de connexion. Maintenant, je vais saisir les données d'un utilisateur. Donc, je vais utiliser par exemple les données de l'utilisateur Marie avec le mot de passe NSI. Donc là, je vais taper Marie NSI. Je valide et je suis bien redirigé vers ma page d'accueil. Donc, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai saisi les données du formulaire et je les ai envoyées. Le formulaire, je vous rappelle, envoie les données avec la méthode post. Ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo.
Ça veut dire que la méthode de la requête est post, et donc c'est cette partie du code qui va être exécutée. Donc on récupère les données du formulaire, on stocke dans les variables nom et MDP le nom et le mot de passe qui ont été saisis par l'utilisateur, et on va aller chercher si ce nom et ce mot de passe correspondent à un utilisateur connu. D'ailleurs je me rends compte que j'ai mis recherche utilisateur avec un S, je vais l'enlever juste après, le S, tout simplement parce que là on recherche un utilisateur, ce serait plus cohérent. Donc la fonction recherche utilisateur est appelée avec le nom et le mot de passe, elle va trouver une correspondance puisque j'ai saisi le nom Marie et le mot de passe NSI. Donc la fonction va renvoyer ce dictionnaire là, donc le dictionnaire correspondant à Marie, donc ne renvoie pas la valeur none, donc cette condition là est vraie, utilisateur n'est pas la valeur none. Donc il y a un affichage utilisateur trouvé, ce qu'on voit ici dans le terminal, donc un utilisateur a été trouvé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le dictionnaire session, je lui ajoute une clé, donc la clé qui s'appelle nom utilisateur, et la valeur de cette clé, ça correspond au nom de l'utilisateur, c'est-à-dire à Marie, à cette valeur-là. Ensuite, j'ai affiché le dictionnaire session, ce qu'on voit dans le terminal ici. Donc on voit bien que j'ai dans mon dictionnaire session maintenant une clé non utilisateur qui a pour valeur Marie. Et ensuite, j'ai été redirigé vers la page d'accueil, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'aimerais cliquer à nouveau sur « Se connecter » pour essayer d'accéder à nouveau au formulaire de connexion. Et là, je vois que je n'y arrive pas à accéder. En fait, je suis redirigé vers la page d'accueil. Tout simplement parce que, et on va le voir mieux si je rajoute print ici, donc je rajoute un affichage du dictionnaire session à cet endroit-là. Donc je clique sur se connecter, et là on se rend compte que dans le dictionnaire de session, j'ai le nom d'utilisateur qui apparaît. Donc la clé nom utilisateur est toujours définie. En effet, c'était ce qui a été fait ici. Et jusqu'à présent, je n'ai pas supprimé cette donnée du dictionnaire. Donc là, pour le serveur, l'utilisateur Marie est toujours connecté. Donc ici, nom utilisateur, c'est bien une clé du dictionnaire session, comme vous pouvez le voir ici dans la console, et donc je suis redirigé vers la page d'accueil et je n'arrive pas à accéder à mon formulaire de connexion, ce qui est cohérent. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a écrit, mais ce serait bien qu'une fois qu'un utilisateur est connecté, qu'il ne puisse plus voir ce lien se connecter. À la limite, il faudrait mieux qu'il y ait se déconnecter, qui nous permettrait de nous déconnecter à la place. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Et on va aussi afficher le nom de l'utilisateur sur la page d'accueil une fois que l'utilisateur est connecté. Ça permettra de mieux matérialiser le fait qu'un utilisateur est connecté. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a très peu de choses à changer. On va aller dans le template index.html et à la place d'afficher le paragraphe bienvenue sur mon site, on va afficher un paragraphe qui contient le nom de l'utilisateur si un utilisateur est connecté, ou alors on va afficher bienvenue invité si aucun utilisateur n'est connecté. Alors pour faire cela, c'est très rapide. On va pouvoir écrire quelque chose de la façon suivante. En fait, l'objet session qu'on a utilisé jusqu'à présent dans le fichier monapp.py, en fait, il est accessible de partout, c'est-à-dire que les templates ont également accès à l'objet session, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tester si session crochet nom utilisateur existe. Donc si c'est le cas, c'est-à-dire si un utilisateur est connecté, je vais afficher le paragraphe bonjour et je vais mettre le nom de l'utilisateur, bienvenue sur mon site. Et sinon, je vais afficher le paragraphe bonjour invité, bienvenue sur mon site. Donc j'enregistre les modifications et je vais réactualiser la page. Et là, comme on est au cours d'une session HTTP et que l'utilisateur Marie est connecté, normalement, si j'actualise ma page d'accueil, je devrais voir le nom Marie s'afficher à l'écran, ce qui est bien le cas ici avec la modification que je viens d'apporter. Petite astuce supplémentaire, on peut facilement faire en sorte que la première lettre du nom de l'utilisateur soit affichée en majuscule. Il suffirait d'ajouter ici le filtre title, donc avec la barre verticale puis title. Ça fait partie des filtres du moteur de template utilisé. Donc j'actualise et on voit que j'ai le nom d'utilisateur avec la première lettre qui est une majuscule qui s'affiche à l'écran. Parfois c'est un petit peu long d'écrire plusieurs instructions conditionnelles comme ce que je viens de surligner. Et en fait on va pouvoir écrire ce if et ce else en une seule ligne. Donc ce que je viens de surligner est en fait équivalent à ceci. Puisque la seule chose qui change dans mes deux phrases finalement, c'est ce qui apparaît juste après bonjour. Donc soit il y a le nom de l'utilisateur, soit il y a écrit invité.
le reste est absolument identique. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire en une seule ligne de la façon suivante. Donc bonjour, là je vais écrire session non utilisateur avec le filtre title si session non utilisateur existe. Sinon, j'écrirai la chaîne de caractères invité à la place. Donc en fait, je peux effacer ça et le remplacer par cette instruction qui est un petit peu plus courte à écrire. Je peux actualiser pour voir que ça fonctionne exactement de la même façon. Ensuite, si je ferme le navigateur et que je le rouvre, ce que je vais faire, vous allez vous rendre compte que le message « Bonjour invité, bienvenue sur mon site » va être affiché. En effet, en fermant le navigateur, on supprime le cookie de session, et donc de cette façon-là, c'est comme si Marie s'était déconnectée. Donc vérifions tout de suite. Donc, je ferme le navigateur et je le rouvre. Je retourne sur mon URL correspondant à la page d'accueil. Vous voyez bien qu'il y a écrit « Invité » et non plus « Marie », puisque la session a été terminée par la fermeture du navigateur. Donc je vais reconnecter Marie. Donc, Marie NSI. Je valide, Marie est de nouveau connectée. Je vois bien que mon dictionnaire de session a de nouveau la clé non utilisateur qui vaut la valeur Marie. Donc ça c'est pas mal, mais on aimerait bien pour terminer, à la place du bouton se connecter, comme je l'ai dit précédemment, une fois qu'un utilisateur est connecté, qu'il y ait le bouton, le lien plutôt, se déconnecter. Donc pour cela, ça va être très très rapide. On va pouvoir créer dans mon app.py une route qu'on va appeler logout, qui correspond au code suivant, que j'avais préparé pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais avoir une route logout, donc associée à la fonction logout. Et en fait, pour supprimer un utilisateur, donc pour terminer finalement une session HTTP, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement supprimer la clé non utilisateur du dictionnaire session. Et pour faire ça, on va utiliser la méthode pop. Donc on va écrire session.pop qui va nous permettre de supprimer un élément. Là j'indique la clé que je veux supprimer du dictionnaire, donc c'était la clé non utilisateur. Je précise un deuxième paramètre, la valeur none, tout simplement pour que si la clé non utilisateur n'est pas trouvée, on n'ait pas un message d'erreur et que ce soit remplacé finalement par la valeur none. Et ensuite on redirige l'utilisateur vers la page login. Donc on va vérifier que ça fonctionne et je vais rajouter juste pour voir les choses. Hop. Je vais afficher la valeur du je vais afficher le dictionnaire session juste avant et juste après pour que vous voyez bien ce qu'il se passe. Donc j'ai enregistré les modifications. Donc là, je vais aller à ma route /logout. Donc là, c'est Marie qui est connectée pour le moment. Donc je valide. Je vois que je suis redirigé vers le formulaire de connexion, ce qui correspond à ça. Et si on regarde les dictionnaires affichés dans la console, alors il faut que je les retrouve. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a détecté des changements. Voilà, je remonte un petit peu. Et j'ai retrouvé les deux affichages que j'ai fait ici. Donc je me rends compte qu'en accédant à la route logout, j'affiche le dictionnaire de session, il contient toujours l'utilisateur Marie. Et donc l'instruction session.pop, non utilisateur none, va permettre de supprimer la clé du dictionnaire de session. Comme on le voit juste après, avec le deuxième affichage, c'est devenu un dictionnaire vide. Et j'ai la redirection vers la route de connexion. Et là, si je réaffiche ma page d'accueil, je suis de nouveau considéré comme un invité, plus personne n'est connecté. Voilà. Donc, dernière chose, je vais faire en sorte qu'une fois qu'un utilisateur est connecté, on ne voit plus le lien vers se connecter s'afficher, mais le lien vers se déconnecter, et que ce lien va nous rediriger vers la route /logout pour effectivement déconnecter l'utilisateur. Vous allez voir que ce n'est pas forcément très compliqué. On va retourner dans mon template de base, puisque la barre de navigation est définie dans ce template de base. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que si personne n'est connecté, on ait bien ce lien qui s'affiche à l'écran, se connecter. Et en revanche, s'il y a un utilisateur qui est déjà connecté, ce n'est plus se connecter qui s'affiche, mais se déconnecter. Je vais utiliser un petit peu la même chose que ce que j'ai utilisé dans mon template index.html. Je vais distinguer deux cas, si un utilisateur est connecté ou pas. Et donc, à la place de cette partie-là, je vais écrire la chose suivante que j'avais préparée pour gagner un petit peu de temps. Donc je retrouve une instruction conditionnelle. Si session crochet non utilisateur existe, c'est-à-dire si un utilisateur est connecté, à ce moment-là, on va afficher le message, on va afficher le lien plutôt se déconnecter qui va nous rediriger vers la route logout. Et en revanche, le sinon, c'est ce qu'il y avait déjà précédemment. On affiche le lien se connecter qui nous redirige vers la route login. Donc j'ai juste à enregistrer tout ceci et on va pouvoir tester pour terminer. Donc je suis sur se connecter, je vais le faire avec Marie par exemple, Marie NSI, j'envoie le formulaire,
je suis bien reconnu comme Marie, et maintenant vous voyez il y a écrit se déconnecter à la place, et si je clique ici, je suis bien déconnecté et redirigé vers ma page d'accueil. On voit bien que je suis bien déconnecté puisque là le dictionnaire de session, on voit bien qu'il est vide. Pour conclure cette vidéo, résumons un petit peu ce que l'on vient de voir et l'utilisation des cookies de session pour gérer la connexion des utilisateurs. Donc on a créé une route /login qui, si on essaye d'y accéder via la méthode get, nous affiche le formulaire de connexion, donc qui est ici. En revanche, si on rentre les données du formulaire et qu'on les envoie, c'est une méthode de type post qui est envoyée au serveur. Donc on récupère les données, on cherche si un des utilisateurs correspond à l'identifiant et au mot de passe qui ont été saisis dans le formulaire. Si un utilisateur est trouvé, on ajoute à notre dictionnaire session une clé non utilisateur qui correspond au nom de l'utilisateur et on redirige l'utilisateur vers la page d'accueil. En revanche, si aucun utilisateur n'est trouvé, on sera redirigé vers le formulaire de connexion. D'ailleurs, ça je me rends compte qu'on ne l'avait pas vu. Donc par exemple, si j'essaye de rentrer des données, donc par exemple je vais rentrer de nouveau Marie et je rentre un mot de passe qui est incorrect, on voit que je suis redirigé vers le formulaire de connexion. Et on a aussi vu que si un utilisateur est déjà connecté, à ce moment-là, on va pouvoir le déconnecter en se rendant à la route /logout qui permet, grâce à session.pop non utilisateur, de supprimer la clé du dictionnaire correspondant au nom de l'utilisateur et ainsi déconnecter notre utilisateur de la session HTTP. Dans une prochaine vidéo, je vais utiliser cet objet session pour créer un petit jeu. Merci pour votre écoute, à bientôt.